Ce matin, c'est Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France et maire de Fontainebleau. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à vous. On va faire le point sur la crise sanitaire et particulièrement aux Antilles. Pour commencer, elle est extrêmement grave. Voilà ce qu'a dit le ministre Sébastien Lecornu. 270 soignants ont été envoyés sur place pour aider les hôpitaux. Première question, est-ce que ça peut vraiment suffire à soulager ces établissements ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin aux Antilles ? Je pense que malheureusement, on va devoir aller plus loin. C'est-à-dire qu'on retrouve dans la situation des Antilles ce qu'on a vécu dans les premières semaines du premier confinement, au moment où cette épidémie nous est tombée dessus, et effectivement de ce qu'on voyait des départements, à l'époque c'était alsaciens, qui nous renvoyaient des images effectivement d'hôpitaux quasi submergés, de nécessité effectivement d'envoyer des patients dans d'autres régions et de faire venir aussi des soignants pour aider les hospitaliers qui étaient en première ligne. Donc je pense que dans les prochains jours, je ne vois pas comment on pourra tenir sans accélérer les transferts de patients. Alors ça passe par quoi? Donc oui, c'est plus d'évacuation. C'est plus d'évacuation, c'est sans doute d'autres soignants qui vont peut-être devoir venir. Là, ceux qui sont arrivés sont d'une mission pour 15 jours. Il va falloir aussi peut-être venir renforcer ces lignes hospitalières et permettre aussi de retrouver des capacités dans les services de réanimation, c'est-à-dire effectivement envoyer des patients en métropole pour libérer des lits. Quand vous voyez, Frédéric Valletoux, la situation aux Antilles, vous dites quoi aujourd'hui? Vous dites on avait peut-être sous-évalué, sous-estimé ce qui allait se passer, il fallait s'y attendre, mais on n'imaginait pas une telle ampleur, et peut-être dans l'Hexagone, un jour, dans les semaines qui viennent, est-ce que cela pourrait avoir un scénario similaire? La grande différence entre les Antilles et la métropole, c'est le taux de vaccination de la population. Et on voit que... Taux vaccinal en Guadeloupe-Martinique autour de 20%. Oui, autour de 20%, c'est-à-dire plus de 2 fois moins que ce qu'on connaît en métropole. Et c'est ça la grande différence. En fait, on voit bien avec ce qui se passe aux Antilles qu'on a aujourd'hui une arme contre le virus qui est la vaccination. Et que c'est l'arme la plus efficace. Et que dans des départements où la vaccination est à la traîne, comme aux Antilles, eh bien, effectivement, un virus, enfin ce variant Delta fait des ravages parce qu'il est beaucoup plus agressif, touche des populations beaucoup plus jeunes et envoie beaucoup plus de monde à l'hôpital parce qu'il développe des formes graves. Donc c'est vrai que je ne pense pas qu'on puisse dire que ce qui se passe aux Antilles pourrait arriver en France. On est dans un contexte très différent, ne serait-ce que par rapport à la vaccination. Et puis au-delà, on a aussi une capacité hospitalière en métropole qui fait que si jamais des départements venaient être très touchés, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment en Corse, comme c'est le cas en Occitanie, comme c'est le cas dans le sud de la France, on voit qu'il y a déjà des transferts de patients. Alors ils sont plus modestes que ce qu'on a connu il y a 18 mois, mais néanmoins il y a quand même des transferts de patients aujourd'hui qui s'opèrent entre hôpitaux de même région ou de régions proches. Alors on va revenir bien sûr sur la situation hospitalière qui se tend également aussi en métropole, mais juste un mot avant ça. Conseil de défense sanitaire donc à 11h ce matin, présidé par Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon. Est-ce que vous attendez des mesures, de nouvelles mesures aux Antilles notamment? On parle d'un tour de vis là qui a commencé en Martinique cette nuit. Est-ce qu'il en faut aussi en Guadeloupe? C'est inévitable? Je crois que les autorités préfectorales là-bas l'ont déjà annoncé. Le ministre y est depuis quelques heures, il l'a déjà annoncé. Je pense qu'on va vers un nouveau confinement aussi en Guadeloupe, comme il est déjà engagé en Martinique. C'est-à-dire effectivement un arrêt complet de la vie économique, de la vie sociale pour essayer de freiner en urgence le virus. On l'avait vu, nous, en mars 2020. C'est un peu, c'est une mesure un peu extrême, le confinement, mais ça a l'avantage de freiner immédiatement. À partir du moment où vous freinez la mobilité des uns et des autres, vous freinez la circulation du virus. Donc, je crois qu'on n'échappera pas en Guadeloupe effectivement à un nouveau confinement parce que la situation, elle est vraiment réellement catastrophique. Elle est catastrophique et on en est au stade, et je voulais refaire le point avec vous, qu'on comprenne bien l'ampleur des difficultés là-bas. On en est au stade où on trie des patients là. On se dit, selon l'âge, selon les chances de survie, on sélectionne ceux qu'on va pouvoir soigner, c'est ça? Les Antillais aujourd'hui, enfin les médecins, les hospitaliers antillais, vivent ce qu'ont vécu les médecins et les soignants d'Alsace, puis d'Île-de-France en mars, avril 2020. C'est-à-dire effectivement des flux permanents de patients qui arrivent, des capacités qu'on a beau augmenter qui sont rapidement saturées, des soignants qui font des heures, des journées qui n'en finissent plus et des semaines à rallonge. Et à l'arrivée, effectivement, l'impression, et d'ailleurs dans les mots employés par les médecins que vous interrogez dans les Antilles, ou que moi je peux avoir aussi au téléphone, ils disent tous
la même chose. On est dans des schémas quasiment de médecine de guerre, pas au sens où c'est des gens qui arrivent blessés, etc., par armes, mais simplement parce que c'est de la médecine de tri. Et effectivement, vous devez, à partir du moment où vos capacités sont limitées, humaines, en lit, en capacité d'accueil, vous devez effectivement, alors faire des tris, vous prenez tout le monde en charge, mais disons qu'il y a des choix à opérer et peut-être que tout le monde n'a pas effectivement la même prise en charge au même moment. On parlait des Antilles, il y a une situation aussi qui est inquiétante dans certains autres territoires, dans d'autres départements de l'Hexagone. Vous parliez de la Corse tout à l'heure, Frédéric Valtou. Ce matin, je lisais dans Corse Matin l'interview de Laurent Serpin, c'est le chef du service de réanimation de la Miséricorde, c'est le centre hospitalier d'Ajaccio, qui faisait cet état. Il disait, moi j'ai reçu un jeune qui a 17 ans, qui est dans un état grave et qu'aujourd'hui on est obligé de ventiler. De plus en plus de 30-40 ans qui ont des pneumopathies graves. Un point commun, ils ne sont pas vaccinés. Et il faisait ce constat. Bien sûr, nous les soignons avec la même force, la même envie, mais c'est vraiment rageant, car on se dit que cela aurait pu être évité. Vous la ressentez, cette fatigue à la fois physique et morale du personnel soignant? Ah, bien sûr, mais très fortement. Nous, notre fédération, on est tous les jours en contact avec les hôpitaux. Et de partout, nous remonte effectivement le même constat, que les personnes, les patients qui aujourd'hui occupent les lits dans les services de réanimation sont des patients plus jeunes et sont surtout des patients non vaccinés, dans des proportions qui sont phénoménales. Et effectivement, ça vous met en colère? Ça nous met en colère, parce qu'effectivement, les témoignages après, c'est les gens disent si on avait su, si j'avais anticipé, si finalement j'avais mieux écouté ce qu'on nous raconte. C'est ce que disent vraiment les patients que vous pouvez soigner. Oui, et puis c'est ce qu'on lit aussi dans la presse, c'est ce qu'on entend dans les reportages que vous diffusez aussi. Enfin, c'est quand vous interrogez les gens aujourd'hui dans les services hospitaliers, ils vous disent si j'avais su, j'aurais fait différemment, j'aurais peut-être accepté la vaccination, j'aurais agi différemment. Oui, c'est vrai que c'est rageant. Alors, si vous voulez, cette épidémie arrive à un moment où il y a 18 mois de tension, d'usure, de mobilisation des services hospitaliers, et avec des gens qui ont pour l'essentiel, parce que peut-être que certains n'ont pas eu de place dans les services de vaccination, ou peut-être certains ont eu simplement une première dose et n'ont pas eu le temps d'avoir une couverture vaccinale complète, mais arrivent aussi des gens qui étaient dans le déni et dans le refus, alors même que des discours assez pédagogiques passent depuis des mois maintenant. Ça fait 8 mois qu'on a effectivement un vaccin, et ça fait presque un an qu'on sait que le vaccin va arriver et là, et qu'on a commencé à expliquer les vertus de ce vaccin. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les hospitaliers, ils continuent à faire leur boulot, ils prennent en charge, ils soignent le mieux possible, mais ils ont des patients qui sont des gens et dont ils pourraient penser que s'ils avaient été plus prudents, ils ne seraient pas là. Et vous avez une solution que vous proposez face à ça, c'est la vaccination obligatoire pour tous. Vous le dites, le pass sanitaire, c'est une demi-mesure, ça ne va pas assez loin. C'est pas une demi-mesure, mais on voit bien que c'est une mesure... l'étape supérieure. C'est une mesure intermédiaire. Disons que c'est l'avant-dernière marche, avant la dernière marche, pour essayer enfin de se sortir de cette épidémie. La dernière marche, c'est effectivement celle d'utiliser la vaccination, parce que c'est l'arme absolue. C'est ce qui permet, avec efficacité, avec, clarté, avec effectivement expression d'une certaine solidarité. On fait nation parce qu'on est solidaires les uns des autres. On ne se vaccine pas pour se protéger soi-même, on se vaccine aussi pour protéger les autres. Et donc à partir de là, c'est effectivement la mesure qui serait la plus logique, c'est fait d'aller vers la vaccination obligatoire. Alors c'est compliqué à mettre en œuvre, sans doute, mais on voit bien là que c'est une question plus de bon sens. Nous, c'est une discussion, on a eu cette discussion au sein de la Fédération hospitalière, et je peux vous dire que les médecins hospitaliers, ils le portent, cette envie-là. Mais d'ailleurs, on voit que l'Académie de médecine, au début juillet, s'est prononcée aussi pour la vaccination obligatoire. Mais le gouvernement est réticent, comment vous l'expliquez ? Parce que peut-être qu'il attend de voir l'efficacité du pass sanitaire pour se dire est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à l'arme ultime ou pas. Vous savez, nous, la Fédération hospitalière, et moi je plaidais la vaccination obligatoire des soignants depuis novembre 2020. Finalement, on a attendu juillet 2021 pour la mettre en œuvre. Je pense qu'on aurait pu le faire tout de suite. Bon. On continue à porter ces discours de protection maximale. Vous échangez avec le gouvernement là-dessus? Oui, on échange. Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? C'est pas la solution qu'ils préconisent, et ils pensent, peut-être à juste titre, que le pass sanitaire poussera les Français de plus en plus à se faire vacciner. Pour l'instant, ils n'ont pas complètement tort dans ce pari. On voit que depuis mi-juillet, depuis les annonces d'Emmanuel Macron, il y a eu une poussée de fréquentation dans les centres de vaccination. Donc effectivement, c'est un choix qui, pour l'instant, amène les Français à se faire vacciner. Est-ce que ce sera suffisant pour avoir rapidement cette couverture, dont on a besoin? On verra à la rentrée, mais je pense que
voilà, je pense qu'on n'échappera pas à au moins avoir un débat public sur la vaccination obligatoire. Frédéric Valletoux, justement, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, sur la vaccination, sur le pass sanitaire, sur les soignants qui vaccinent. Vous avez vu toutes ces manifestations, ces mobilisations, les week-ends, sur les réseaux sociaux aussi. Vous dites quoi? Finalement, ça reste marginal, on s'en occupe pas. On n'a pas besoin d'aller les convaincre parce que de toute façon, on n'arrivera pas à convaincre ceux qui sont les anti-vax, les anti-pass sanitaires. Ou alors quand même, ça vous inquiète, ça vous interroge et vous dites attention, ça peut être très inflammable. Moi, je crois que c'est marginal. Réellement, je crois que c'est marginal. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la violence derrière. Hein. On voit les centres de vaccination qui sont pris à partie directement. La pression, voilà, la pression sur les soignents. Même chez moi, j'ai un centre de vaccination qui peut vacciner jusqu'à 2000 personnes par jour et qui certains jours monte même au-delà. Bon, les gens qui sont là me disent la pression de certaines personnes qui effectivement viennent à reculons et parfois sont agressives. Mais néanmoins, moi je ne suis pas impressionné par les manifestations qui rassemblent 150 000, 200 000 personnes, quand bien même ce serait 300 000. Enfin, dire l'enjeu n'est pas là dans un pays qui fait plus de 60 millions d'habitants et avec un enjeu de santé publique qui est réel. Donc effectivement, moi je vois simplement que ce sont des gens très agressifs. Moi, il a suffi que je dise publiquement que j'étais favorable à la vaccination obligatoire pour recevoir, je veux dire, mais comme tous ceux qui le déclarent, hein, recevoir des tombereaux d'injures, d'insultes, des menaces. Ça va jusqu'aux menaces de mort? Oui, alors menaces de mort, je lis pas tout ce que je reçois sur mes réseaux sociaux divers et variés, mais disons que, en tout cas, je suis abreuvé de messages agressifs et injurieux. Bon, voilà, c'est pas très grave. En tout cas, moi, ça m'impressionne pas. Je pense que c'est pas à la hauteur de l'enjeu, et je pense qu'effectivement, il y aura toujours une minorité qui sera une minorité crispée, une minorité qui vit dans une espèce de bulle de complotisme complètement surréaliste. Mais il n'y a pas que des radicaux non plus dans ces manifestations. Il y a aussi des gens simplement sceptiques qui disent qu'il y a un manque de recul face au vaccin chez les soignants eux-mêmes. Oui, bien sûr, mais ça... Plusieurs appels à la grève quand même chez les soignants contre l'obligation vaccinale qui entre en vigueur le 15 septembre prochain. Ça vous choque? Non, ça ne me choque pas. Enfin, qu'il y ait des débats autour de la vaccination obligatoire, qu'il y ait des débats sur le pass sanitaire, sur l'enjeu des libertés, jusqu'où on équilibre la liberté individuelle et finalement le devoir de solidarité ou l'éthique de solidarité qui est nécessaire dans un pays comme le nôtre. Voilà, où passe la frontière? Ça veut dire, mais on peut avoir des débats apaisés. On n'est pas obligé de tout de suite tomber dans l'injure et la menace. Et je le dis, tous les manifestants ne sont pas dans ce ton-là. Mais non, ça ne me choque pas qu'on pose ce sujet. Qu'un soignant dise, j'ai pas envie qu'on m'oblige à me faire vacciner dans un contexte d'épidémie, de pandémie mondiale. Pour être plus précis, pour un soignant, oui, ça me choque un peu. Je pense qu'il y a une éthique professionnelle, une éthique d'engagement. Il y a une couverture vaccinale pour les soignants qui est déjà bien plus large que pour celle des Français comme vous et moi. Et donc là, on ajoute effectivement un vaccin obligatoire à une liste de vaccins qui est déjà nombreuse. Donc oui, ça me choque parce que quand on s'engage dans le métier de soignant, c'est pour, j'allais dire, servir les plus vulnérables, les protéger, les soigner et les accompagner. À partir du moment où il est démontré que le vaccin est efficace et qu'il permet de protéger justement les plus vulnérables, eh bien à ce moment-là, il y a effectivement une éthique de responsabilité qui doit s'imposer. Vous êtes président de la Fédération hospitalière de France, vous êtes également maire aussi de Fontainebleau sous l'étiquette Agir, hein, c'est une des composantes de cette majorité présidentielle. Le regard, Emmanuel Macron, Jean Castex, sur cette situation, cette gestion de la crise sanitaire, notamment au milieu de l'été, vous dites il y a des choses qui ont été quand même ratées dans la communication, vu tout ce qu'on vient d'évoquer précédemment. Je dirais pas ça. Moi, depuis le début de la crise, je suis par principe. Et je veux dire, c'est pas parce que c'est ce gouvernement mais par principe, je ne jette pas la pierre et je ne fais pas partie de ceux qui crient d'abord à l'impuissance, à l'incapacité à faire. Il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés depuis le début. Lesquels? On les connaît. Les masques, la communication parfois erratique, on porte le masque, on porte pas de masque, les masques qui arrivent mais qui arrivent en fait pas sur le terrain. Enfin bon, bref, on a vu tout ça, on en connaît tout ça. Mais je dois dire, il faut quand même reconnaître qu'on est en France. Quand on regarde avec un peu de recul, on constate qu'en France, on est quand même un des pays qui a le mieux protégé tous ceux qui ont été victimes de ce virus. On a un des pays qui a le taux de mortalité par rapport à tous ceux qui ont fait des formes graves qui est les plus faibles. Donc finalement, on a aussi des choses positives. Après, c'est effectivement un équilibre qui est compliqué. Et en période de crise, ceux qui sont au front, on doit prendre des décisions qui sont parfois complexes et dans des situations où eux-mêmes n'ont pas toute l'information. Le coût du pass sanitaire à l'hôpital, vous confirmez 60 millions d'euros par mois à peu près.
Oui, 60 millions d'euros par mois. Mais on a donné ce chiffre, pas pour dire on ne veut pas le faire parce que ça va coûter cher. On a donné ce chiffre parce qu'on a dit au gouvernement, s'il y a un coût, il ne faudra pas oublier de le rembourser parce que sinon, c'est des enveloppes qu'on va prendre sur le soin et que l'hôpital préfère. Nicolas Dupont-Aignan, justement, il y a quelques secondes, dit voilà la dernière folie du quoi qu'il en coûte macronien. Oui, mais ça, Nicolas Dupont-Aignan, enfin, je veux dire, vous lui agitez un chiffon rouge sous le nez, il fonce. Donc, Nicolas Dupont-Aignan, ça a un coût effectivement de mettre en place un pass sanitaire à l'hôpital, comme ça un coût de le mettre à l'entreprise, comme ça un coût de le mettre dans un restaurant ou dans un bar. Donc, je veux dire, là-dessus, c'est normal qu'il y ait un coût. Nous, ce coût, c'était pas, et je vous dis une fois de plus, c'était pas pour ne pas le faire. C'était simplement pour dire que dans l'équation financière, et je dois dire que le gouvernement a été au rendez-vous sur le plan financier vis-à-vis des hôpitaux, puisque les hôpitaux sont pas plus fragilisés financièrement aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant la crise. Alors, au contraire, ils ont été très bien accompagnés. Vous le dites, justement, malgré tout, le système de santé reste malade et fragile. On est pourtant 1 an après le Ségur de la santé. Alors, il y avait 33 mesures, il était question d'augmentation de salaire, notamment, et les soignants pointent toujours des conditions de travail très compliquées. Est-ce qu'il faut que ce point-là, ce soit un thème de campagne là, dans les prochains mois, dans cette campagne qui clairement va être marquée par l'actualité sanitaire? La crise ne va pas s'arrêter tout de suite à l'automne. Oui, je suis d'accord avec vous et je souhaite qu'effectivement la campagne, ce soit un rendez-vous, aussi un grand rendez-vous de vérité sur l'état du système de santé et la place de l'hôpital dans ce système de santé. On le sait, enfin, je veux dire, l'épidémie est arrivée. L'épidémie est arrivée à un moment où l'hôpital était déjà fragile et le système de santé était lui-même déjà en crise. Donc, je veux dire, cette réalité-là n'a pas changé. Simplement, on a mis sous le tapis un peu tout ça parce qu'on s'est occupé, les soignants se sont occupés de la crise Covid. Mais cette crise Covid, effectivement, il faut tourner la page. Tout à l'heure, quand je parlais de la vaccination obligatoire, c'est aussi parce que derrière cette crise et cette mobilisation de l'hôpital qui a accueilli 85% des personnes qui ont dû être hospitalisées, qui ont dû être pris en établissement, les patients Covid l'ont été à l'hôpital. Quand l'hôpital se concentre sur la prise en charge du Covid, il ne fait pas beaucoup de choses qu'il devrait faire. Et donc il déprogramme. Il y a eu plus de 2 millions de rendez-vous, d'actes médicaux qui ont été déprogrammés l'année dernière. Donc s'il y a une perte de chance pour beaucoup de Français, et c'est vrai qu'il faut sortir vite de cette période, et la vaccination obligatoire, pour moi, nous permet de tourner la page. Dernière question, rapide et très légère. On va sourire un peu. On en a beaucoup parlé ce matin. Vous êtes footeux, Frédéric Valtou? Pas trop, mais je suis l'actualité. Si c'est une question sur Messi, je vois à peu près qui c'est. Non, je rigole, je vois très bien qui c'est quand même. Et puis vous avez des supporters. Alors, à la région Île-de-France, tout ça, le PSG. Oui, non, mais on est très heureux. Et puis ça va relever l'intérêt pour la Ligue 1. Ça va être formidable. Il y aura sa conférence de presse. Il y a un motif d'espoir. Il y aura le Conseil de défense sanitaire du chef de l'État, d'Emmanuel Macron. Exactement. Et vous me faites ma transition. Merci beaucoup, Frédéric Valtou, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin sur LCI.